Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Entrons directement dans le vif du sujet, l'année 2026 ne fait pas dans la dentelle. On assiste à des chocs géopolitiques massifs qui ne se contentent pas de bousculer la diplomatie, mais qui redessinent complètement l'économie mondiale. Aujourd'hui, on va retracer ensemble cette réaction en chaîne pour comprendre très exactement comment des conflits qui semblent lointains finissent par dicter le coût de la vie et frapper directement nos portefeuilles. Au menu de notre analyse, le grand choc énergétique, la vague d'inflation qui en découle, la drôle de résilience américaine, la prudence canadienne, les points faibles en Europe et en Asie, et pour finir, le vrai prix de toute cette incertitude mondiale. C'est parti! Commençons tout de suite par notre première étape, le grand choc énergétique. Vous l'avez sûrement remarqué, l'économie mondiale en ce moment, c'est un peu les montagnes russes. Et la dernière descente en date, elle est particulièrement vertigineuse. Sauf que cette fois, la chute ne vient pas d'une bulle financière qui éclate. Elle vient d'un énorme choc énergétique et géopolitique qui a explosé au Moyen-Orient. C'est un véritable coup de massue qui secoue la base même du commerce international. Alors on peut se demander comment un simple blocage géographique à un bout du monde peut-il faire dérailler toute la machine? C'est simple. Suite aux escalades militaires de février 2026, on a vu le détroit d'Ormuz complètement paralysé. Résultat des courses, près de 20% du transit mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié ont été mis à l'arrêt. Et là, on ne parle pas d'un simple retard de livraison. On parle de l'obstruction brutale d'une artère vitale, qui force toute l'industrie mondiale à revoir ses routes dans la panique. Et la réaction des marchés a été fulgurante. Le baril de brut est passé d'environ $60 à près de $100, presque du jour au lendemain. C'est tout simplement la plus grosse flambée qu'on ait vue depuis 2022. Et on le sait très bien. Quand l'énergie flambe à ce point, c'est absolument tout le reste qui prend le coup. De l'extraction des matières premières jusqu'à la livraison du produit fini. Évidemment, un choc pareil crée instantanément un monde à deux vitesses. D'un côté, on a les pays exportateurs d'énergie qui encaissent la situation et qui en profitent même pour stabiliser leur budget. Mais de l'autre, on a les pays importateurs qui se prennent le mur de plein fouet. Leur coût de production explose, l'essence flambe et ça crée un déséquilibre énorme qui dicte toutes les règles du jeu aujourd'hui. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie de ce décryptage, l'onde de choc de l'inflation. Là, c'est l'effet domino classique mais redoutable. Le carburant coûte un bras, donc le fret maritime et les expéditions vers le Pacifique ou les Amériques deviennent hors de prix. Et ces frais de transport faramineux, devinez quoi? Les entreprises ne vont pas les absorber par magie. Ça se retrouve directement sur le prix de vos achats au quotidien. Tout coûte plus cher et le grand incendie de l'inflation mondiale repart de plus belle. Le vrai problème de cette inflation qui galope, c'est que ça bloque complètement les banques centrales. La Fed aux États-Unis, la Banque du Canada, elles sont littéralement les mains liées. Impossible pour elles de baisser les taux d'intérêt. Conséquence directe, les taux restent bloqués à des niveaux douloureux et ça coûte toujours aussi cher d'emprunter, que vous soyez une entreprise qui veut innover ou un particulier qui cherche à acheter un logement. Et ça, c'est au moins jusqu'à fin 2026. Passons maintenant à notre troisième point avec le cas très particulier des États-Unis et de leur résilience sous tension. Alors oui, en tant qu'exportateur net d'énergie, les Américains traversent cette tempête avec un avantage certain. Mais attention, l'arbre cache souvent la forêt. Quand on regarde de plus près, leur solidité est massivement artificielle, ou disons hyper concentrée. Elle est portée par un chiffre complètement fou, plus de 600 milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle et les data centers en 2026. Et le plus dingue, cet effort colossal vient d'à peine 7 entreprises géantes de la tech. C'est simple, si on retire ces fameux 7 mastodontes de l'équation, l'illusion de la superpuissance américaine retombe vite. Sans eux, on découvre un paysage économique beaucoup plus modéré, extrêmement frileux face aux coûts d'emprunt actuels. C'est donc une résilience de façade qui dépend dangereusement d'une toute petite poignée de titans. Quatrième point, on monte d'un cran vers le nord. Au Canada, l'heure est clairement à la prudence. Le contraste avec le voisin américain est frappant. Contrairement aux États-Unis où on continue de dépenser, les Canadiens appuient lourdement sur le frein. Avec un niveau d'endettement parmi les plus élevés, ils coupent dans les dépenses inutiles et gonflent leur épargne. C'est de la pure survie financière face à un marché de l'emploi qui se crispe et une croissance démographique post-pandémie qui s'essouffle considérablement. Et pour noircir un peu plus le tableau, le moteur des exportations canadiennes se prend un véritable mur de droits de douane américains. Acier, aluminium, automobile, cuivre, bois, des pans entiers de l'industrie nationale sont frappés. Ça crée un climat de méfiance énorme qui paralyse net les investissements au pays. Ce qui nous amène à notre cinquième étape, l'Europe et l'Asie, des régions particulièrement exposées. Côté Europe, la vulnérabilité est flagrante. Sans grande réserve de pétrole ou de gaz, le continent est ultra dépendant du gaz naturel liquéfié importé. Autant vous dire qu'en pleine crise énergétique, ça fait très mal. Ajoutez à ça un gros blocage politique en France qui plombe le moral des entreprises et l'année 2026 s'annonce compliquée.
Les espoirs sont plutôt reportés sur 2027, avec une Allemagne qui devrait relancer la machine via des investissements colossaux dans la défense et les infrastructures. En Asie, la Chine joue une toute autre partition. Empêtrée dans une crise immobilière qui n'en finit pas et une demande intérieure au point mort, Pékin a dû ravaler sa fierté et baisser ses objectifs de croissance autour de 4,5 à 5%. La solution de repli, un pivot stratégique très agressif. Le pays inonde de nouveaux marchés avec ses exportations, s'appuyant sur des excédents commerciaux hallucinants d'environ 1000 milliards de dollars pour garder la tête hors de l'eau. Et pour terminer, notre 6e et dernier point, le véritable prix de l'incertitude mondiale. Quand on pose tous ces chiffres sur la table pour 2026 et 2027, le portrait de l'économie mondiale est complètement fracturé. La ligne de séparation est brutale. Si vous produisez de l'énergie ou si vous avez un secteur technologique surpuissant, vous encaissez le coup. Mais si vous dépendez des importations des autres, vous êtes écrasé par une pression qui étouffe purement et simplement votre croissance. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est que désormais, la géopolitique n'est plus juste un bruit de fond dans l'économie, c'est elle qui tient le volant. La stabilité du monde dicte littéralement la météo de la croissance, et au moindre dérapage, à la moindre escalade des conflits, les risques nous tirent tous inévitablement vers le bas. Ce qui nous laisse avec une question cruciale pour la suite de 2026. Sachant à quel point nos chaînes d'approvisionnement mondiales sont devenues fragiles, quel est le vrai coût de toutes ces frictions géopolitiques? Combien de temps notre économie globale peut-elle encore encaisser ces chocs à répétition avant que ces tensions locales ne brisent de façon permanente la prospérité dont on a l'habitude? C'est la question incontournable qui va définir notre avenir. Merci de m'avoir suivi, gardez l'œil ouvert et à très